Alors, l'idée, c'est que je fais une petite présentation qui essaie de ne pas durer plus de 30 minutes sur donc les élections. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des élections? Qu'est-ce que c'est que ces élections? Euh, voilà. Donc, quand vous attendez, ici, nous sommes un groupe légitimiste, donc nous ne sommes pas très favorables aux élections a priori, mais je vais vous expliquer en fait ce qu'il en est. Alors, d'abord, première remarque, l'élection en soi n'est pas un mal. C'est un outil, un simple outil normalement, une façon de prendre des décisions et dans l'histoire, ça a toujours existé. Euh, Par exemple, on peut prendre tout simplement l'élection du pape par le conclave ou l'élection de l'empereur du Saint-Empire euh, ou dans les premiers temps des Mérovingiens, une certaine acclamation euh, du roi, du roi. Mais dans chacun de ces cas, comme vous le savez peut-être ou vous l'avez déjà remarqué, c'est pas du tout des élections que nous avons aujourd'hui. Pour ce qui est des Mérovingiens dans les premiers temps, euh, euh, le roi n'est pas élu au hasard, c'est un des princes royaux, un des princes de la famille royale, qui quand Clovis n'était pas converti chez les païens, était censé être des descendants des dieux. Euh, un de ces princes était acclamé parce que c'était aussi des chefs de guerre, donc il y avait un aspect de consentement des hommes, mais c'était pas l'aspect principal. Pour un conclave, par exemple, pour élire un pape, il est connu que les cardinaux sont enfermés dans une église et rien ne doit, est censé transpirer des débats qui se passent à l'intérieur, et tant qu'un pape n'est pas élu, euh, euh, les cardinaux sont enfermés et ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. Pourquoi? C'était pour éviter justement toute influence, toute pression, pression extérieure et assurer qu'il n'y ait pas de noyautage ou qu'il n'y ait pas de pression sur ce genre d'élection. Euh, pour l'empereur, même si c'était l'empereur du Saint-Empire germanique, même s'il était il était élu par quelques grands électeurs, très peu. Enfin, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que dans ce genre d'élection qui existait, alors là j'ai pris des exemples, on dirait un peu au niveau du pouvoir, mais on peut imaginer que ça pouvait exister aussi dans certains conseils, euh, à, à un niveau local, pour prendre certaines décisions sur certaines choses. Mais c'était un moyen comme un autre de prendre certaines décisions, mais c'était jamais, il y avait jamais, mais les modalités étaient adaptées euh, au contexte et à la décision qu'on voulait prendre. Et les gens qui prenaient la décision étaient ceux qui étaient capables de prendre, qui étaient, qui étaient, qui avaient, qui pouvaient prendre cette décision, enfin qui étaient bien placés pour prendre cette décision. Par exemple, un autre exemple assez classique, disons, c'est l'élection d'un supérieur dans un ordre monastique. Euh, En général, il n'est pas élu, ou dans un ordre religieux, il n'est pas élu par tous les membres de l'ordre, mais par les doyens, il peut avoir, ça dépend, peut-être pas un statut, mais il peut avoir plusieurs, plusieurs, enfin, il n'y a pas de règle générale, chaque ordre religieux choisit ses modalités, mais en général, c'est rarement tout le monde qui élit, qui élit. Bref, donc, bon, la première chose que je voulais dire, avant tout, c'est que en soi, l'élection est un mode de décision et par là, de ce fait, n'est pas en soi un mal absolu. Mais, euh, c'est pas du malheureusement aujourd'hui, quand on parle d'élection, c'est tout de suite les élections où on met un bout de papier dans une boîte pour, soi-disant, choisir des politiques. Et donc là, tout d'un coup, on n'est plus dans le même registre. Alors, pour illustrer cela, il faut d'abord souligner que dès la Révolution française, même avant la Révolution française, bon, j'ai déjà rapidement évoqué le fait que de toute façon, toute élection, euh, par l'exemple du conclave, est de toute façon toujours soumise au danger des factions, du noyautage
et des pressions. Donc, c'était toujours quelque chose qui était connu et de ce fait même limiter la portée de l'élection à des choses qui avaient moins de chances d'être soumises à ce genre d'influence. Donc, pour illustrer, d'abord, j'aimerais vous présenter rapidement, alors peut-être que vous connaissez, mais je vous le conseille si vous ne connaissez pas, c'est les œuvres d'Augustin Cochin, donc La machine révolutionnaire, qui a produit un travail de recherche au début du XXe siècle sur la révolution extrêmement novateur. Et il est mort pendant la Première Guerre mondiale, malheureusement assez jeune, il n'a pas pu poursuivre ses recherches, mais ses recherches ont été reprises en particulier par Philippe Pichot-Bravard dans sa Révolution française. Et il fait une petite recherche historique sur, avant la Révolution, sur l'élection des députés du tiers-État en Bourgogne pour les États généraux. Alors là, c'est intéressant parce qu'on n'est pas encore... donc la Révolution ne s'est pas passée, on est en ancien régime. Ces élections-là ne sont absolument pas, comme vous savez, ne sont pas du tout souveraines, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas du tout ce genre de choses, puisque les États généraux sont convoqués par le roi, un organe de consultation qui était rarement assemblé pour régler des problèmes de grande importance et pour conseiller le roi. Et quand c'était assemblé, c'était les corps constitués qui, donc les paroisses en pratique pour le tiers-État, qui envoyaient des députés. C'est-à-dire que les députés, ce n'étaient pas des gens qui avaient un chèque en blanc, ils portaient les carnets de doléances au roi et devaient en fait simplement relayer les doléances des gens de la paroisse au roi directement, et rien de plus, rien de moins. Donc il fallait qu'il protège les intérêts des gens locaux sans sortir de son mandat, comme on dit, impératif. Et donc il se trouve que pour le tiers-État, il y avait plusieurs niveaux de... C'est-à-dire comme il y avait beaucoup de paroisses, chaque paroisse envoyait d'abord un député à son chef-lieu, et puis là, il y avait en fait une élection de plusieurs étages, et on passait en gros de 500 députés au départ à 30 qui allaient finalement vraiment siéger aux États généraux. Et donc il analyse ça, et on se rend compte que dès avant la Révolution française, donc, pour préparer la Révolution française, il y a déjà en Bourgogne, ça a été vérifié à Rennes, donc par Philippe Pichot, et on imagine que ça s'est fait par mal d'endroits. Il y a eu un noyautage complet de ces élections par les factions des Lumières, des tenants des nouvelles idées, disons. Et c'est assez saisissant puisque, grosso modo, sur environ 500 députés, à la fin, on n'a que sur les 30, donc là ça c'était sur la Bourgogne mais pas à Rennes, c'est Philippe Pichot qui analyse ça, sur la trentaine de députés qui va au Parlement, tous quasiment sont de Rennes, et tous sont des avocats, comment on dit, des bourgeois en fait. Typiquement, cette classe, cette population qui était la plus avancée à ce moment-là et qui ensuite, pendant la Révolution, en 89, a fait la Révolution. Hein. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu un vrai noyautage pour empêcher tout député qui n'était pas en fait de ces factions-là d'aller au Parlement. Et c'était tellement, pour Rennes, c'est tellement comment dire, visible qu'un seul député vient de la campagne pour le tiers-État. Alors que les paroisses de la campagne étaient évidemment extrêmement, massivement majoritaires. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que dès le départ, même avant la Révolution, les élections sont déjà truquées, en fait. Et donc,
et ça ne s'est malheureusement pas arrêté. Donc, je ne vais pas refaire une histoire des élections en France en particulier, mais ça, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ça dure et ça ne s'arrête pas. Et bon, selon les époques, c'est plus ou moins visible, mais que ça soit en changeant les règles des scrutins, que ça soit par une noyautage, etc., il se trouve qu'en pratique, euh, souvent, il y en a pas, il y a peu d'élections qui sont peu d'élections comme ça, disons, massives et à l'échelle nationale, qui ont été honnêtes. Euh, on a pu en faire l'expérience. Enfin, pour notre époque, je pense pour ceux qui sont de la jeune génération, ça me semble à peu près évident, puisque on le constate pratiquement à chaque fois, et c'est beaucoup plus visible que ça pouvait l'être par le passé. Parce que là, par exemple, quand on réfléchit aux élections euh, donc de 2017, pour, enfin, c'était quand même, quand on réfléchit, ils ont- c'était extrêmement visible, c'est-à-dire qu'ils ont sorti une affaire judiciaire pour virer Fillon, afin que le nouveau Macron qui sortait nulle part, enfin, en fait, qui sortait pas du tout nulle part, mais qui sortait nulle part, soit élu. Enfin, ça devient de plus en plus gros et énorme, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas conjoncturel, hein. Ça a toujours existé. Et sur ces sujets-là, je vous conseille de vous reporter aux bonnes présentations euh, euh, des cercles, pardon, euh, euh, oui, enfin, pardon, des universités Saint-Louis, etc., des cercles légitimistes, où il y a un certain nombre de communications qui présentent cet aspect de noyautage que Cochin en particulier, si vous avez le temps, vraiment, je vous le conseille parce que c'est à la fois un historien très rigoureux et en même temps, il a vraiment euh, l'analyse des causes en langue catholique. Et il analyse exactement ce fonctionnement des sociétés démocratiques euh, citoyennes où tout le monde est indifférencié. C'est ce qu'il appelle ces sociétés de pensée, dont le modèle est la loge maçonnique, euh, qui, qui, qui était très à la mode, hein, juste avant la Révolution, hein. Il y a à peu près tout le monde qui était bien, qui était dans une loge maçonnique, hein. Même Joseph de Maistre d'ailleurs, hein. Donc c'est dans le sens où il y avait une question de mode aussi, mais enfin le fonctionnement de ces cellules à plusieurs degrés, c'est-à-dire qu'on a des assemblées, euh, tout le monde est censé être à égalité, et en fait à l'intérieur il y a des réseaux qui sont organisés, que ce soit des partis, pour parler c'est des partis, mais derrière les partis il peut y avoir aussi des choses qui sont plus cachées, comme des loges. Par exemple, sur la Troisième République, on connaît très bien, c'était extrêmement puissant et extrêmement visible, et qui fait que les décisions sont orientées et qu'en fait tout ce qui s'appelle démocratique et tout ça est inexistant. Et le seul moment où il y a eu des débats très avancés, enfin des débats de qualité, disons, à l'Assemblée pendant la Restauration entre 1815 et 1830, en fond, n'ont pas fonctionné, hein, puisque à la fin la Restauration a échoué et il y a eu la Révolution de Juillet. Bon, bon. Alors, alors à partir de là, donc, donc c'est pas le vote encore, hein, mais on voit très bien que donc si l'élection ou le vote n'est qu'un moyen de décision, le gros problème au fond c'est la démocratie et le libéralisme. Puisque c'est à cause de ces raisons, enfin c'est par le libéralisme et pour le libéralisme et pour la démocratie que l'on justifie euh, les élections, le système électoral et la République où nous vivons. Euh, alors, je vais citer ici deux petits passages. Bon, un très rapidement de Mes idées politiques de Maurras, où sur ces questions, sur la démocratie, le vote, il a de très bonnes pages et qui, à mon sens, reprennent de façon actualisée, bon, donc, ce que beaucoup de la pensée hygiéniste disait au XIXe siècle, mais encore au-delà de ça, qui reprend les encycliques des papes sur le libéralisme
en l'adaptant à la politique, et qui reprend saint Thomas d'Aquin quand il parle de Adam et Ève au Jardin d'Éden, et qu'est-ce qu'aurait été la société politique là-bas. Et en particulier, il explique que l'égalité n'existe pas, qu'il n'y aurait pas eu d'égalité, et que c'est grâce à l'inégalité qu'une société politique se constitue, et que l'inégalité n'est pas un mal, dans le sens où c'est la différence, et que les gens se complètent, et comme je dis, on n'a pas tous à faire la même chose, et c'est pas... voilà, Donc il a par exemple cette phrase-là, qui est intéressante. Le libéralisme individualiste et le collectivisme démocratique sont également choqués, non sans logique, de voir que les enfants des travailleurs les plus conscients et les plus émancipés soient ainsi jetés dans la vie sans être consultés au préalable ni priés de se prononcer par un vote sur une grave aventure. Donc voilà ça. Donc ce qu'il dit, ou autre chose aussi. Dès lors, l'historien ne se contente pas de voir et de faire voir que la démocratie électorale a pour effet de centraliser, jacobinisme. Il dit pourquoi cette chaîne est constante. Son observation est aussi une explication. Le pouvoir né du vote est obligé, pour ne pas périr, de s'assurer des votants, rien n'étant plus à craindre pour ce pouvoir que les libertés de ses votants. Il est automatiquement induit à les confisquer, ces libertés, une à une. Cette psychologie serait sensible à la raison, mais elle est attestée d'ailleurs, motif et mobile, par les discours et les écrits des contemporains de l'événement observé. Impossible de raconter le fait sans faire des allusions à ce qui se passe dans la tête et le cœur de ceux qui l'ont produit. Bon, bref, ce qu'il explique là, c'est que le jeu électoral, le système électoral, pousse les pouvoirs à se centraliser, pousse le pouvoir à supprimer les libertés des gens pour les rendre plus dépendants, pour s'assurer de leur vote, jusqu'au moment où on supprime carrément le vote, ou comme dans les démocraties communistes, ça devient juste formel, et pour dire qu'on est toujours une démocratie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce principe-là est contenu dans la chose démocratique. On me dira, parce que je vis au Japon. En Japon, tiens, les élections, il y a des élections, et pourtant c'est pas le bazar à chaque fois qu'il y a des élections. Oui, effectivement, mais je répondrai que c'est parce qu'en fait, euh, au Japon, c'est justement les aspects non démocratiques qui font que ça c'est pas le bazar au niveau des élections. C'est-à-dire que les élections ici sont purement, pour le coup, formelles, c'est-à-dire que tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire que les gens partent du principe que de toute façon les politiques sont corrompus, mais c'est des corrompus qu'on connaît, parce que c'est souvent des générations anciennes, enfin je veux dire des familles anciennes, donc les politiques ici sont en pratique issus la plupart des dynasties dirigeantes de la fin du 19e siècle. Et bon, bah, on sait qu'ils sont corrompus, mais ils assurent plus ou moins les intérêts de leur clientèle, et donc ça arrange tout le monde. Donc il y a jamais. Les votes n'apportent jamais de surprise, puisque tout le monde vote pour les mêmes personnes tout le temps. Voilà, même s'il n'y a pas de. C'est pas idéologique, quoi. Disons c'était pratique, donc bon, ça a ses limites, et du moins ça permet d'éviter à chaque fois un écharpage, euh, et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce caractère féodal ou ce caractère antidémocratique qui fait que ça marche mieux que ce qui se passe dans la monarchie, non, pas du tout, dans la démocratie occidentale, où on croit comme un dogme de foi à euh, euh, à la démocratie, et où on pousse ça donc au bout, ça devient très idéologique, et plus ça devient idéologique, plus bah, il y a cet emballement révolutionnaire, jacobiniste, etc., qui se met en place. Ensuite, un autre petit texte, et puis ensuite je vais passer sur les conclusions, et je vous laisserai poser des questions. Je pense qu'il y aura de la discussion. J'essaie de parler aussi un peu de nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que légitimiste là-dedans. Je vous conseille aussi un autre ouvrage, c'est Blanc de Saint-Bonnet, donc un légitimiste du XIXe siècle, qui a écrit pas mal sur ces questions, et qui écrit en particulier sur les libertés. Juste au moment où il y a des encycliques sur le libéralisme qui critiquent la liberté de conscience, la liberté de la presse et la liberté politique. Je vous lis rapidement son texte qui est bien fait. Sans parler des erreurs occultes, 3 erreurs politiques constituent le libéralisme. La liberté de la presse, la liberté intrinsèque de conscience et la liberté politique, ou du moins ce qu'il nomme ainsi.
La liberté de la presse, condamnée par les encycliques, livre au premier venu l'âme et l'esprit du peuple. Elle abandonne aux factions, le rend proie des faiseurs d'utopie, des envieux, des mécontents et des pervers. La liberté de conscience, condamnée par les encycliques, constitue une égale protection en faveur du bien et du mal. Elle aboutit en définitive, par suite de l'état actuel de la nature humaine, à l'oppression du bien par le mal et de la vérité par l'erreur. La liberté politique, condamnée par les révolutions successives qui détrônèrent Louis XVI, Charles X, Louis-Philippe, établit une égalité dangereuse entre l'autorité royale et celle des assemblées. Elle soumet en définitive l'autorité du roi au pouvoir de la multitude, la livre aux ambitieux, aux envieux, à la révolution. À ces trois erreurs politiques, l'histoire de nos traditions françaises oppose trois vérités. À la liberté politique, qui livre aux foules les droits des souverains, elle oppose la constitution des provinces, c'est-à-dire les droits publics et privés, qui sont les droits des individus, des corporations, des ordres et des cités, ce que nous appelons les libertés. À la liberté de conscience, elles opposent la condescendance pour les personnes, la tolérance pour l'erreur existence, mais aussi la sauvegarde du bien et la protection honorablement assurée à la vérité. À la liberté de la presse, elle oppose d'abord l'enseignement de l'Église, à laquelle seul il a été dit docete gentes, enseigné aux gens. Ensuite, l'exemple et l'ascendant au peuple. L'exemple est l'ascendant des classes vertueuses et éclairées sur les classes inférieures, qu'il faut ainsi que la jeunesse mettre à l'abri du mal et de ses illusions. Bon, l'idée c'est que voilà, le libéralisme devient une utopie et en fait détruit les libertés. Ça semble paradoxal, mais en fait c'est tout à fait logique. Euh, et, euh, et que la seule façon de contrer ça, c'est de revenir à des principes sains, donc c'est-à-dire les corps qui existent, euh, les libertés et les droits qui sont attachés à ces corps, donc c'est des privilèges en fait, euh, et revenir à ce que c'est que la politique. Donc la politique, selon saint Thomas d'Aquin, qu'est-ce que c'est que gouverner? C'est en fait servir le bien commun, donc c'est parfaire les sujets pour qu'ils arrivent à leur fin. Et donc c'est donc servir le bien commun. Il ne s'agit pas de faire du bruit, il ne s'agit pas de voter. La question c'est pas ça, la question c'est gouverner, c'est diriger la société vers sa fin qui est le bonheur des gens. Et le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est la perfection, c'est la vie vertueuse. Comme diraient les Grecs, comme a continué de dire saint Thomas d'Aquin. Et ça c'est la fin naturelle, la fin surnaturelle. Pour ceux qui ont la foi, c'est le paradis. Donc en pratique, que faire? Alors, euh, bon, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut être convaincu que de toute façon, les élections, euh, voter, mettre un bout de papier dans une urne, si on pourra encore le faire, parce que c'est pas du tout évident qu'il y ait des élections d'une part, et que de toute façon, ils ne les truquent pas de façon claire d'autre part. Il faut être convaincu que même si, disons, même s'il n'y avait pas de report d'élection, même si les règles semblaient à peu près justes, il ne faut pas croire que mettre un bout de papier dans une boîte change quelque chose. C'est pas une action. Enfin, c'est une action, mais c'est une action extrêmement limitée. Euh, il faut être convaincu aussi que, enfin, il faut bien avoir conscience du danger, euh, parce que le grand danger en fait du système électoral, c'est que ça flatte, et c'est la démocratie, ça flatte notre orgueil. On se croit fort, on se croit important, on se dit tiens, je vais faire du bruit, tiens, je vais emmerder ceux qui m'emmerdent, tiens, voilà, ça fait plaisir, hein, sur le coup. Mais ça sert pas à grand chose. Et c'est dangereux parce que ça flatte l'orgueil, et ce qui flatte l'orgueil, c'est toujours voilà, très délicat, et on a vite fait de pencher vers le démon. Bon, si on a. Voilà. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est il faut diviser ce qui est local, ce qui n'est pas local. Disons que ce qui est euh, dans une commune petite, alors pour les grandes villes, je ne pense pas que ça soit le cas malheureusement, parce que ça redevient du jeu électoral, mais dans des endroits locaux, il est tout à fait légitime, et même il est important, de participer à la vie politique dans ce vrai sens. Parce qu'en général, bon, même si ça devient de moins en moins vrai malheureusement, et même dans des petites communes, on a le jeu électoral qui rentre, on pense, enfin je veux dire dans les communes, la première chose, c'est la vie politique, donc c'est le bien commun de cette petite communauté, de la commune,
Et en général, il y a des vrais projets, etc. Même si, bon, effectivement, sur peut-être les 15 dernières années, même dans des petites communes, ou relativement petites communes, on a des parachutages de nulle part, des gens qui viennent de nulle part, etc. etc. Mais là, c'est important de s'engager au niveau local, si on a la possibilité, si on a quelque chose à faire, si... Ouais, il ne faut pas forcer les choses, hein, mais parce que là, au niveau local, on peut vraiment faire des vraies choses. Voilà. Et donc, la politique, c'est de l'action, hein, c'est de l'action, c'est pas des mots, c'est d'abord de l'action. C'est des vraies choses, et souvent, c'est pas des actions compliquées. Enfin, c'est pour servir le bien commun de la communauté où l'on est. Donc, c'est sa famille, sa paroisse et sa commune. Et l'autre avantage, c'est que, comme en général dans les petites communautés, tout le monde se connaît, ça tue le jeu électoral, tout simplement. Parce que euh, quand on a quelqu'un en face, c'est plus difficile de le massacrer, qu'on connaît, c'est plus facile de le massacrer que quand on est parachuté quelque part, qu'on connaît personne et on dit tirer dans la foule. Là, ça gêne moins de tirer dans une foule inconnue que de tirer sur des visages qu'on connaît. Euh, euh, Bref. Bon, mais sinon, moi, comme ça, je dirais quand même que le vote est hors du niveau local et, bon, au minimum, sert à peu près à rien. Et il faut pas que ça joue psychologiquement dans le sens où ça nous entraînerait à jouer le jeu révolutionnaire, le jeu du débat, le jeu électoral qui en fait paralyse tout. Parce que on dit débat démocratique par exemple, mais vous aurez remarqué que depuis septembre dernier, je dirais, ou par là, enfin depuis qu'on est rentré en période électorale, même dans notre, dans les gens qui sont, disons, pas forcément que royalistes, mais qui sont, disons, voilà, la droite traditionnelle, ou qui ont des... Il n'y a plus de débat en fait. Plus personne ne peut vraiment débattre. À cause du débat démocratique, parce que ça devient partisan, parce qu'il faut pas critiquer, parce qu'il faut se rassembler derrière, parce qu'il faut gagner à tout prix. À tout prix. En fait, ça devient euh, une paralysie. On perd un temps précieux à du vent en fait, hein. Donc bien sûr, on ne présente pas comme du vent, hein. Ça joue sur l'orgueil, parce que on a envie de gagner, les gens ont envie de gagner parce que ils ont toujours été, voilà. Mais bon, donc moi ce que j'avais proposé un jour dans la campagne électorale, c'est que bon, même si je pense que à notre époque, il y a plus trop, la question se pose plus vraiment, mais enfin, pourquoi pas, s'il y aurait ces élections, ce serait une sorte d'élection des missionnaires. Parce que bon, finalement, on va nous dire, oui, mais enfin, si vous vous retirez les élections, si vous ne présentez pas, si vous ne votez pas, vous êtes invisible. Alors, déjà, non, parce que le travail de fond n'est pas bruyant, hein. Ce qui est bruyant en général, il louche. Mais bon, je comprends bien que parfois il faut, si on est bien solide et qu'on n'est pas pris par les choses médiatiques, pourquoi pas? À une époque, ça pouvait se faire, et ça s'est fait d'ailleurs. Mais au fond, ce qu'il faudrait proposer, c'était une sorte d'élection des missionnaires. C'est-à-dire que, pourquoi pas, par exemple, quelqu'un qui voudrait se présenter en tant que légitimiste, pour tenir les principes. La seule chose que je vois possible, c'est, d'accord, je me présente, mais si je suis élu, je démissionne. Et qu'en fait, l'idée, ce serait de créer une sorte de, c'est pas réaliste à l'heure actuelle, hein, évidemment, mais dans l'idée, ça serait quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on joue pas le jeu des institutions qui sont pourries à la moelle. Euh, il ne faut pas qu'on approuve ces principes révolutionnaires, mais s'exclure complètement de ces moyens enfin, de ces moyens de communiquer pour que les gens sachent que ça existe. Pourquoi pas utiliser ça comme fenêtre, hein. Après tout, c'est des outils, hein. Y a pas de voilà, c'est des outils que s'ils sont utilisés à bon escient, c'est bon escient. Mais le plus simple là-dedans, ça serait cette élection démissionnaire. Donc on démissionne. Et, par exemple, s'il y avait un légitimiste qui est président de la République, il démissionne et il bloque les institutions et ça pourrait permettre une sorte de restauration euh, consentie finalement par les gens et sans passer par une guerre civile. Voilà. Bon, ça c'est pas réaliste, hein. Je dis pas que c'est réaliste, mais c'était l'idée
La seule chose qui peut me sembler réaliste d'un point de vue légitimiste pour si quelqu'un voulait un jour se présenter à quelque chose qui n'est pas local, disons, en tant que légitimiste, et pour ne pas tomber dans ces affres électorales de choses partisanes, de communication, de racolage électoral, de bruit qui paralysent toute réflexion. Voilà, donc je vais finir là et je laisse la place aux questions. Merci de votre écoute. Euh, alors, oui, Alexis, hein, je vous laisserai. Dans tous les cas, merci pour la conférence. Bah, je vais commencer vu que personne n'a l'air d'en avoir. Mais du coup, au niveau local, comment ça se passerait par rapport on peut demander l'avis des gens sans pour autant, enfin, faut passer par une élection. Comme on est au niveau local, peut-être que pour faire des choses en commun, il faut demander l'avis des sujets en fait. Donc il y aurait comme une sorte de consultation. C'est Euh, dans le cas d'une restauration, vous voulez dire? ouais, par exemple, oui. Oui. Oui, bah, enfin, comment dire, voilà, c'est pas il faut pas être idéologique, c'est-à-dire que on a tendance, même nous, hein, c'est normal, parce que tout le monde le fait et on aime bien, mais de réfléchir comme si on avait une page blanche et tiens, on va créer un nouveau système et la restauration, finalement, on fait une restauration sur mesure. Non, ça se passe pas comme ça, hein, de toute façon, dans la réalité. Et puis, quand on regarde l'histoire, on part des réalités existantes et on construit sur les réalités existantes. Donc, de toute façon, la réalité existante. Par exemple, la consultation, oui, évidemment, évidemment. Il y a toujours eu des consultations hein, dans toute l'histoire. Voilà, la question, c'est que euh, ce qui est très vicié à l'heure actuelle, c'est que on a l'impression de n'exister que si on nous a demandé notre avis. Alors que c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que la consultation doit être ordonnée ben, à la fin de la société politique, donc si c'est une communauté locale, au bien commun de cette, je sais pas, de cette commune par exemple, ou de son association, ou de n'importe. D'accord. Et donc la consultation, bah, si c'est judicieux, et souvent, il y a plusieurs moyens. Par exemple, la consultation, c'est quand, je sais pas, typiquement dans une commune, pour régler un problème concret, ben, on va demander à ceux que ça considère. Par exemple, dans ma rue, je sais pas, il faut refaire la route, ça va tout bloquer pendant 3 mois. Bah, ouais, on va demander aux gens des riverains. Et on fait une Ouais, un cahier de consultation doléances. Ouais. voilà, mais on va pas faire un référendum populaire sur toute la Oui, commune, d'accord, oui, bien sûr. parce Ouais. que ça n'a Ouais, rien ouais. à voir avec les autres, par exemple. Donc, voilà, Ouais. il faut pas être systématique ni idéologique, c'est-à-dire que si la consultation ouais, il faut être réaliste. C'est ça, réaliste. Donc demander aux gens qui ont quelque chose à voir avec, aux gens que ça concerne, c'est le principe de subsidiarité, et ne pas l'absolutiser. Donc c'est-à-dire que quand c'est pas besoin, c'est pas besoin. Voilà. Donc remettre le principe d'autorité. Mais aujourd'hui, comme l'autorité est très atteinte et qu'il y a peu de légitimité, mais bon, enfin, heureusement, normalement, dans les endroits dans des communautés locales, il y a encore, il y a toujours des autorités. Voilà. Alors, parfois, ça peut être le maire, ça peut, voilà, il y a pas de règle générale. D'accord. Merci. Je vous en prie. Évidemment, hein, c'est moins satisfaisant de dire ça, c'est toujours plus joli d'avoir une sorte de système qui s'appliquerait parfait, mais ça, c'est typiquement révolutionnaire, et ça marche jamais, Ouais, ouais. ça marche jamais, en pratique. Oui, parce qu'à chaque fois, on va prôner le vote comme comment ça s'appelle, comme une chance. Et au final, content, pas content, on t'a donné ta chance. Ça, il n'y a pas eu ce que tu voulais, mais on t'a donné ta chance. T'as été libre de voter. Et au final, personne n'est jamais content. Et c'est, ouais, Tout à fait. Et là, il y a vraiment aussi, sur ça, il y a vraiment un problème de... La souveraineté n'est pas populaire, ça, c'est faux, en fait, hein, par rapport à la réalité. C'est-à-dire que l'autorité est en haut, elle n'est pas en bas. Donc, euh, à chaque fois, c'est une apparence. C'est un jeu caché. Ouais. tout à fait. C'est-à-dire que les autorités, en fait, se défaussent en disant c'est votre faute aux Oui, votants, vous alors avez que... mal voté. Ouais. Voilà, donc ça marche pas. Euh, Et d'ailleurs, on avait bien vu aux européennes. Hein. Les Français avaient voté non au référendum. Ils ont dit non, mais en fait, on va dire oui. Et
Là, on voit aussi leur principe, un peu comme ils font aussi au Sénat. Ils font revoter jusqu'à avoir le bon vote. Tout à fait. Effectivement, ça devient de plus en plus visible et de moins en moins honnête. Effectivement. Donc on a une personne qui nous demande dans le cas d'une restauration, le pouvoir n'est-il actuellement pas trop centralisé? Avec un roi, les régions gagneraient en pouvoir. Clairement, oui. Enfin, c'est évidemment trop centralisé. Enfin, c'est démentiel, hein, la centralisation. Quand on regarde l'histoire, c'est juste démentiel. Euh, Au début du 19e siècle, il y a un roman, comment s'appelle-t-il déjà? Enfin, je sais plus, mais enfin, il y a une histoire dedans où il y a quelqu'un qui va dans une auberge et il se plaint qu'on lui demande son nom et son adresse parce que c'est injuste. Aujourd'hui, quelqu'un dirait ça, et c'est le fiancé de Manzomi. Je vous le conseille d'ailleurs. Euh, euh, Ça nous semble complètement aujourd'hui daté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui va se plaindre à un tenancier d'hôtel de lui demander son nom et son adresse. Et alors qu'à l'époque, ça semblait un empiètement sur les libertés intolérable. Et que c'est scandaleux qu'il y avait des édits, enfin des lois donc, qui demandaient ça, parce que c'était un traçage des gens. Là, je parle du début du 19e siècle. Donc oui, c'est démentiellement trop centralisé, parce que cette centralisation, voilà, ça nie le principe de subsidiarité. Enfin, c'est connu, hein. L'État ne s'occupe que des choses qu'elle ne doit pas s'occuper, et elle ne s'occupe plus de ce qu'elle doit s'occuper. On a inversé le principe de subsidiarité. Parce que, comme je disais, toutes les choses pour le bien commun localement ne peuvent être réglées que par les gens locaux, avec des autorités. Hein. C'est pas la démocratie, c'est pas les gens comme ça qui se rassemblent et pouf. Non, non, il y a des autorités là-dedans. Donc il y a des chefs, quoi, hein, qu'on l'appelle maire, qu'on l'appelle, ça peut être le seigneur, le curé, pour certaines choses. Enfin, tu vois, il y a plusieurs autorités déjà, hein, sur plusieurs ordres. Et excusez-moi, petite intrusion. Euh, voilà, mais évidemment, c'est évidemment extrêmement trop centralisé et ce qui est très 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 nuisible puisque ça déresponsabilise les gens. Et ça se voit dans tous les secteurs de la société, ça se voit aussi dans le travail. Hein. On ne donne plus de responsabilité aux gens. Et parce que les gens se trompent. Bah oui, mais on se trompe de toute façon, hein, c'est en se trompant qu'on apprenons. Mais donc ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui prend de décision et qu'à chaque fois qu'une décision est prise, c'est de façon très haut, très éloignée et souvent, et donc ça devient de plus en plus erroné. Donc il y a 50 ans, même si les principes étaient mauvais, comme il y avait beaucoup de gens en fait qui avaient ce principe de subsidiarité qui existait encore, ça tenait. Parce qu'il y avait plein de gens sur place qui rattrapaient les débilités qui venaient du centre. Mais en fait, on a beau faire, les principes apportent leurs conséquences, mais aujourd'hui, on n'a plus personne qui sait rien faire, on arrive au bout, donc c'est toujours de plus en plus centralisé, et tout ce qui est le reste est enfin, tout ce qu'on appelle les centralisations, les compétences qu'on donne aux collectivités sont en fait évanescentes. Qui ose encore, dans une ville ou quelque chose, faire quelque chose sans réfléchir si c'est légal, même au niveau individuel. Hein. Si vous voulez commencer un commerce, la première chose que vous pensez en France, je pense, c'est ah, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je vais pas me faire embêter? Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il n'y a pas des lois? C'est démentiel. Ne serait-ce qu'il y a que 50 ans, quand on ouvrait une échoppe, on ouvrait une échoppe. Et plus tard, si ça marchait, on réfléchissait, peut-être que je vais déclarer les impôts, peut-être que je vais faire, machin. D'ailleurs, ici au Japon, ça c'est de moins en moins vrai, mais ça se passe un peu comme ça. Par exemple, si on veut ouvrir un commerce, au début, bah, on commence. Et puis après, si ça marche, on réfléchit sur comment le rendre légal, quoi. Mais bref, voilà. Donc évidemment, oui, trop centralisé, ça, pas de doute. On a une nouvelle question. Donc, ne semble-t-il pas envisageable de relire les corpus classiques qui traitent du régime royal afin de former une élite de conviction? Tout à fait. C'est ce qu'on essaie de faire dans le Fédération légitimiste et dans d'autres groupes. De toute façon, voilà, c'est l'élite euh, qui fait la politique, de toute façon. Et même en démocratie, c'est là où c'est intéressant, même quand il y a un mal comme ça,
un régime qui est mauvais, qui marche mal, en fait, on se rend compte quand même que c'est toujours les élites qui dirigent. Sauf qu'elles n'assument pas. Donc ça devient une oligarchie despotique. Et par exemple, la nomenclature en Russie soviétique, chez nous c'est pareil, c'est toujours les mêmes têtes. Donc c'est naturel en fait que ce soit une élite qui dirige. Le problème c'est que si c'est pas assumé, ben, ça fait ce qui se passe là. Donc il n'y a plus de responsabilité. Donc c'est important que la tête, que les gouvernants effectivement aient les principes sains et qu'on revienne. Nous on a une tradition très longue en France de ça, de vraies directions politiques, de dirigeants qui servent le bien commun, qui se soumet à la réalité, qui se soumet à Dieu, le roi qui est absolu, qui n'est pas contesté en soi, s'il se trompe, il demande aux gens de lui dire qu'il se trompe, avec les formes, etc. Donc il y a toujours eu de la consultation, il y a toujours eu des conseils, etc. Oui, et donc oui, c'est important de revenir au corpus, donc de s'imprégner des bons principes et de les appliquer à la réalité que nous avons autour. C'est pas plaquer des choses du passé comme ça, c'est appliquer tout simplement les principes qui ne changent pas parce que les hommes ne changent pas, la société dans son fonctionnement fondamental ne change pas. Après, c'est des modalités qui changent et des réalités qui sont diverses. Pour faire suite à cette réponse, du coup, il demande quel corpus de texte vous pouvez conseiller pour démarrer l'instruction. Alors, sur notre. Ça dépend sur. Mais enfin, moi je conseillerais les textes des cercles légitimistes. Par exemple, sur viveleroi.fr, vous avez pas mal de choses qui sont simples à lire. Alors, qui sont peut-être un peu. Enfin, voilà, on peut toujours. Mais qui sont simples à lire et. En particulier, je crois qu'il y a aussi comment on appelle, le manifeste, alors, je ne sais plus le nom, si c'est le manifeste légitimiste ou quoi, où il y a les principes, disons, voilà, vraiment les principes. Alors c'est un peu abstrait peut-être, mais il y a vraiment l'essence un peu des principes, disons, traditionnels. Euh, voilà. Sinon, ouais, c'est la politique de Aristote, c'est saint Thomas d'Aquin dans son De Regno, c'est Bossuet. Voilà. Mais le plus simple, peut-être pour commencer, c'est vous allez sur Vive le Roi. Vive le Roi, là. Introduction à la légitimité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils l'ont réédité, hein, comme ça, ils l'ont appelé. Oui. Moi, je l'ai acheté, il est bien fait. Ouais. C'est une bonne introduction pour les principes politiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là, comme vous voulez. On a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ah, très bien. Allez-y. Hein. Ah, pourquoi ne pas avoir un parti politique afin de mieux se faire connaître, les idées et les principes? Euh, Parce que malheureusement, les partis politiques sont, à l'heure actuelle, le système partisan de partis politiques est détourne en fait du bien commun, voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut le dire. Ça a été vu depuis longtemps, hein, avant-guerre. Des gens comme Horace Action française l'ont bien souligné à un moment où les partis prenaient une ampleur importante, hein, puisqu'au XIXe siècle, il y a des factions, pas encore des partis, et il y a une sorte de logique d'appareil qui est exactement ce que décrit Augustin Cochet, la machine révolutionnaire, où la règle c'est plutôt le bruit. Enfin, pour ceux qui ont des expériences, je dirais,
politicard dans le système démocratique que nous avons, doivent le savoir. Enfin, c'est que, soi-disant pour des idées, en fait, euh, ça tourne en boucle, enfin vraiment, il y a pas vraiment d'intérêt en fait. Je veux dire, si on veut faire des idées, pourquoi pas, comme je disais, se présenter en promettant de se démissionner si on est élu, pour choquer presque les gens, parce que ça contredit le système électoral de faire ça, mais en même temps ça permet d'avoir une fenêtre. Et bon, après, qu'il y ait des structures pour aider ça, ok, mais avoir un parti pour un parti, donc se positionner là-dedans, non, si vous voulez, en tant que légitimiste, si à la droite-gauche, on n'est pas sur la ligne, on essaie d'être là, quoi, d'être au-dessus du débat, parce, parce que l'histoire, parce que les principes nous montrent que, et là d'ailleurs on le voit sous nos yeux, ça s'affole, le système, enfin, la logique révolutionnaire s'emballe, que ça peut pas donner de bonnes choses. Donc si on met le doigt dans l'engrenage, on va se faire manger le bras, la main, et tout le corps, et il y a pas, on n'est pas suffisamment fort déjà pour supporter de se faire broyer, et même des gens forts se sont fait broyer. Donc c'est très dangereux de faire ça, et il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce qu'en fait, il y a plein d'autres façons de communiquer les idées, et même par les élections, comme je disais, on n'a pas forcément de parti politique pour se présenter, hein, heureusement. Euh, et, et, et voilà, je pense que c'est la raison essentielle. En pratique, c'est pas. Oui, voilà. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste, donc faire ce qu'on peut où on est et faire ce qu'on doit faire avec nos moyens sur les endroits où on doit faire. Et pas se perdre de l'énergie sur des choses qui semblent importantes, parce qu'elles nous prennent habituellement, mais qui sont secondaires au fond. Parce que je ne vais pas faire des commentaires de l'actualité aujourd'hui, mais enfin, en regardant un peu de loin et de l'extérieur, on se rend compte que enfin, le système tel qu'il est actuel, il est à bout de course. Hein. Donc c'est une question de temps. Voilà, qu'est-ce qui va se passer, hein. Personne n'est Irma, on n'en sait rien. Enfin, on ne peut pas être prophète, mais on voit les fruits mauvais des principes révolutionnaires. Donc nous, notre travail, c'est de souligner, de faire ces liens de cause à effet, parce que c'est là où le système se sauve, enfin, où la République s'est sauvée jusqu'à maintenant, c'est d'imputer des mauvais, de ne pas imputer les effets à leur cause. Et nous, ce qu'on fait, c'est de faire, c'est de toujours rappeler, de bien imputer les causes aux effets, et en étant réaliste. Donc, c'est-à-dire être réaliste, c'est de connaître comment fonctionne l'homme et comment fonctionne la société. Bon, et l'histoire pour ça est une aide immense. C'est pas une science exacte, mais il y a des principes, voilà, qui s'appliquent. Mais donc oui, pour le parti politique, je pense que c'est à la fois dangereux pour nous, c'est à la fois en fait inutile parce que c'est du bruit et ça ne convainc pas vraiment. Et puis ça crée une sorte de... Le but du jeu, c'est voilà, c'est de convaincre profondément les gens, pas de... On sait très bien comment ça se passe, une élection, hein, c'est très superficiel. Hein. Tout d'un coup, les gens sont ouah, super, et puis 3 jours après, c'est fini. Parce qu'ils ne changent pas leurs principes. Et les principes, ça s'adresse à l'intelligence, ça ne s'adresse pas à l'émotion. Et malheureusement, le parti politique s'adresse essentiellement à l'émotion, à enfin, oui, à la psychologie des gens, et ça ne s'adresse pas spécifiquement ni à la raison, ni à l'intelligence. Donc, voilà, l'effet serait pas très dangereux et pas efficace en fin de compte, je pense, pour la restauration. Alors, on a une autre question qui dit vous dites qu'il faut sortir de l'idéologie, mais vous parlez souvent d'idées. N'est-ce pas contradictoire? Euh, oui, ça peut sembler contradictoire. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Mais les idées, c'est pas un mal. Le problème de l'idéologie, c'est que. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Voilà, c'est ça le problème. Hein. C'est pas avoir d'idées. C'est absolutiser des idées ou un schéma, un modèle en fait. C'est considérer que quelque chose, par exemple la souveraineté populaire, c'est vrai et absolu.
Et souvent, bon là c'est des Lumières, enfin, toutes les idéologies en fait ont tendance à absolutiser. Par exemple, si c'est l'économie, ça veut dire que l'homme est un homme économique et on fait que tout pour l'économie, j'en sais rien. Si c'est le communisme, c'est que tout est le matérialisme. On absolutise une idée, alors qui est parfois fausse en soi, qui est parfois pas forcément fausse, mais on a détruit l'ordre, et donc en fait on évacue tout le reste, et on absolutise ça. Et en fait après on fait rentrer les gens dans ce moule. C'est l'idéalisme, hein, c'est l'idéalisme pur, l'idéologie. C'est pour ça que ça fait la terreur, hein, en fin de compte, ou le totalitarisme. C'est-à-dire qu'on fait un modèle qui n'est pas réaliste, qui est en général faux, si ce n'est en soi, au moins dans ses omissions, tout un pan de la réalité, et que quand on le pousse à bout, il se bute au réel, et donc, comme on est dans l'idéologie qu'on crée comme si c'était une religion, donc on pense que c'est vrai, on ne veut pas reconnaître que l'idéologie est fausse, donc on force les gens, on réduit les gens à rentrer dans le modèle idéologique. D'où la terreur. Sauf que évidemment ça marche pas, donc au bout d'un moment ça craque, et il faut bien que ça s'arrête, mais quand on fait rentrer les gens, c'est la terreur, c'est le totalitarisme, ça fait mal. Ça fait très très mal parce que c'est contre nature, contre la réalité. Donc quand je dis idéologie, c'est à ça que je pense. Avoir des idées saines, euh, réalistes, donc qui prennent en compte les réalités concrètes et les réalités de l'homme et de la société politique. C'est les deux en fait. Il y a les principes. Les principes, c'est des choses c'est comme c'est des lois si vous voulez. C'est des choses qui sont vraies et qui ensuite s'appliquent, mais qui s'appliquent à des réalités concrètes. Et donc il y a bien des gens qui et nous là-dedans, c'est d'appliquer les principes aux réalités. C'est pas de plaquer des idéologies sur une réalité qu'on ignore et faire rentrer cette réalité dans l'idéologie. Non, c'est prendre la réalité, les circonstances telles qu'elles sont, la réalité de la nature humaine et la réalité de la société politique telle qu'elle est, et va faire au mieux sur ça. Donc voilà, c'est avoir des idées, heureusement, mais pas. C'est même ça qui fait la noblesse de l'homme. Hein. Nous ne sommes pas des bêtes matérielles, simplement matérielles, simplement sensibles, simplement émotionnelles. C'est parce que nous avons des idées que nous sommes nobles. Et c'est pour ça que la révolution, etc., est aussi satanique, parce que c'est toujours pareil. Euh, Elle est très perverse dans le sens où elle prend normalement des choses qui sont très élevées dans l'homme et qu'elle tourne de façon extra. Qu'elle utilise. Enfin, donc l'idée est quelque chose de très noble dans l'homme et quand on veut l'utiliser à mauvais escient, ça fait très mal. Mais c'est pas parce que quelque chose est utilisé à mauvais escient que la chose est mal. Donc les bonnes idées sont bonnes, les mauvaises idées sont mauvaises. C'est ces discernements qu'il faut apprendre petit à petit à prendre ce discernement qui n'est pas forcément évident, surtout à l'heure actuelle. Je sais pas si ça répond à la question, j'espère. On a une autre question qui demande si une restauration progressive prendrait combien d'années. Et par rapport à ça, il demande que s'il y a un possible effondrement écologique ou économique qui pourrait avoir lieu dans la prochaine décennie, est-ce que cela pourrait bloquer la restitution ou au contraire lui donner une légitimité? Alors bon, c'est toujours compliqué ce genre de questions. Je suis ni prophète, ni. Euh, donc c'est toujours très difficile à dire. Enfin bon, ce que l'on peut dire, je pense que ça l'histoire aide à le dire. Alors c'est jamais sûr. Hein. Euh, c'est qu'on arrive au bout d'un cycle, que on arrive à bout de course, et que, enfin, à vue humaine, je vois mal comment il peut ne pas avoir d'écroulement s'il n'est pas déjà là en fait. Parce que les écroulements, c'est quand on regarde loin dans l'histoire, ça semble brutal, mais quand on regarde en détail, ça se fait rare. Il y a des événements comme ça qui se retiennent et qu'on se souvient, par exemple 89, mais en fait, on se rend compte quand on regarde plus précisément que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a des points de bascule comme ça, mais des ambiances, des choses, c'est plus profond. Et quand on voit l'ambiance actuelle, ça fait penser par exemple beaucoup à l'ambiance
très différente dans ses modalités, mais enfin, qui pouvait exister juste avant 89, toutes choses égales par ailleurs, par exemple. Donc ça sent pas bon du tout, hein. Donc effectivement, à mon avis, il y a un écroulement est déjà en cours, en fait, hein, tout simplement. La question là-dedans, nous, dans cet écroulement, c'est de... Parce qu'il y en a eu plein des écroulements, hein, c'est pas nouveau. Alors celui-ci semble faire mal, et puis il a une échelle qui dépasse le cadre de la France, donc ça peut faire très 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 mal. La question c'est que cet écroulement serve à quelque chose. Alors, nous on n'y peut rien sur cet écroulement, ouais, il faut être réaliste, hein, on est à notre niveau, mais que cet écroulement permet de se rendre compte du mal des principes révolutionnaires, et derrière, pas juste se rendre compte de ce mal-là, mais donc de se rendre compte de notre histoire, que nous avons un roi, et des principes politiques. Bon, voilà, après, est-ce que c'est à 10 ans, est-ce que c'est à 5 ans, est-ce que c'est à 1 an, est-ce que c'est à 15 ans, j'en sais absolument rien. Il peut se passer tout un tas de choses. Aucun événement, aussi mauvais qu'il puisse paraître, ne peut pas être utilisé à bon escient après coup. La seule question, moi, ce qui me semble le plus important à notre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, que tout est en train de changer. Par exemple, il y a des choses qui étaient impensables il y a ne serait-ce que même pas 10 ans, qui aujourd'hui semblent totalement pensables. La réalité nous démontre que la démocratie, c'est n'importe quoi. Là, les gens, c'est naturel, cherchent l'autorité. Parce que quand on n'a même plus l'ordre et qu'on n'a même plus la paix, et on n'en peut plus, donc il faut bien que quelqu'un remette l'ordre. La question, c'est qu'il ne faut pas que ce soit Napoléon, parce que si c'est un Napoléon, on est reparti, s'il n'y a pas de guerre civile qui détruit complètement l'ordre tellement de façon profonde qu'il n'y a même pas de redressement possible. Mais ça, enfin, à mon avis, vu la situation de déliquescence qui est quand même très sérieuse sur tous les plans, hein, que ce soit intellectuel, spirituel, il n'y a plus d'église, il n'y a pratiquement plus de corps intermédiaires, etc. etc., etc. Un autre accès révolutionnaire peut tuer le corps, hein, ça existe. Donc là, à ce moment-là, à part intervention providentielle, je ne vois pas trop ce qui peut se passer. Mais bon, nous, à notre niveau, c'est pas notre sujet, puisque de toute façon, on compte pas sur ça. Mais il faut travailler pour que ces moments difficiles, il faut savoir que ça va pas être facile, voilà. Il faut être réaliste. Il vaut mieux se préparer, il vaut mieux se bétonner pour prendre des coups, parce que ça se passe pas comme veut le faire croire la démocratie, c'est pas rose et ça se passe pas toujours bien sans effort, hein. Ça demande du travail, des efforts, de la peine, et on peut mourir, on peut sacrifier, etc. Et c'est le sacrifice qui fait que, pour faire comprendre que ces événements permettent justement aux gens de réaliser le danger des principes révolutionnaires et l'importance de revenir à des principes sains. Et je crois que qu'on vit dans une très bonne... On vit en fait, c'est très paradoxal, mais on vit dans une bonne époque. Moi, je suis content d'être né maintenant et de ne pas être né il y a 50 ans, par exemple. Pourquoi? Parce que on voyait tout s'écrouler. Enfin, c'est facile. Il y a 50 ans, on voyait tout s'écrouler. Alors qu'aujourd'hui, bon, tout est en fait relativement écroulé. On arrive juste à la dernière stade de l'écroulement, hein, c'est-à-dire le désordre, disons, matériel, voire la violence physique qui arrive au-delà de la violence morale, etc. Mais toutes ces destructions sont là depuis longtemps, en fait, hein. La destruction morale des années 60, la destruction intellectuelle, etc. Enfin, ça vient de très loin, et tout ça, ça ne va pas se résoudre comme ça, hein. Donc la réalité est telle quelle. Et la seule façon de restaurer, c'est effectivement une restauration. Alors, je ne sais pas ce que vous entendiez par restauration progressive, mais la restauration commence du proche au lointain, hein. Donc nous-mêmes, nos communautés autour, la famille, les paroisses, et la fidélité au roi. Voilà. Mais c'est pas l'inverse. On ne commence pas par restaurer comme ça le roi, et puis le reste ça va découler. Il y a une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il faut agir où on peut agir. Et tout le monde peut agir sur lui. Vous pouvez vous faire martyriser, prisonnier, jeter dans une prison.
Si vous êtes fidèle au roi, vous êtes fidèle au roi. Il n'y a personne qui peut changer ça. Si vous êtes martyr pour la foi, vous serez martyr pour la foi. Et il n'y a personne qui peut changer ça. C'est comme ça qu'on témoigne, d'ailleurs, hein, dans l'histoire. Euh, et ensuite, c'est sa famille, etc. Donc il faut agir où l'on peut et restaurer là. Parce que ce qui est important, c'est que quand tout sera écroulé, bah, c'est ces cellules restaurées, en fait, qui vont peut-être, qui peuvent permettre une restauration, disons, plus globale. Et les élites se créent chez nous. Enfin, oui, c'est nos enfants. Là, nos enfants qui ont 5 ans aujourd'hui, dans 15 ans, ils auront 20 ans. Donc s'ils sont vraiment bien formés, euh, et qu'ils agissent bien enfin, qui sont traditionnels dans leur corps et leur esprit, ça va tout changer. Parce que, inversement, la désintégration on va dire, globale, a contrario, va être un appel d'air absolument naturel pour des élites légitimistes ou pour des élites saines. Euh, donc l'important, c'est que ces élites existent quand ça va se passer. Et donc, on ne sait pas à quelle échéance ça se fait, si en 50, 10 ans, 15 ans, il faut se préparer nous déjà. Si demain ça arrive, si le roi m'appelle, j'y vais. Même, j'ai pas peur d'aller en prison. Parce que pour le coup, plus que les élections, être en prison pour ses idées, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Je dis pas, il faut pas provoquer d'être en prison, mais je veux dire, il faut pas, c'est difficile, mais il faut avoir le coup, il faut aussi éduquer notre courage viril, parce qu'au bout d'un moment, ça ne se passe pas sans sacrifice, hein. Voilà, et si c'est à plus longue échéance, ben, qu'on prépare nos parents, nos enfants pour tenir déjà dans la tempête, et naturellement, tout ça, c'est de l'expérience politique en soi, hein. Par exemple, tenir la barre, ne serait-ce que dans sa famille pendant la tempête, et bien élever ses enfants malgré ce qui se passe autour, par exemple si on est père de famille. Moi, je dis ça parce que je suis père de famille, mais même si on n'est pas père de famille, il y a tout un tas de choses. Mais c'est déjà une expérience politique, puisque la politique, c'est une expérience cumulée de prendre des décisions. Voilà. Et pour éclairer ça, il faut avoir les bons principes qui permettent de prendre des décisions. Mais un bon politique, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Donc il faut qu'on cumule de l'expérience aussi. Voilà. Donc, mais je ne peux pas vous faire de prophétie, on ne sait pas ce qui va se passer, hein. Et l'histoire montre que, voilà, il y a des tendances. Donc par exemple, le fait qu'il y ait un écroulement qui se passe, ça, je pense qu'on peut le constater. Le fait qu'il risque de devenir pire et plus violent et plus tranchant, enfin, avec quelque chose qui, voilà, encore plus clair que, même si avec le Covid, etc., je pense qu'on est déjà dans l'après, hein, pour le coup, mais même si au niveau des institutions politiques, pas encore. Donc la question, c'est plutôt un quand que si ça va se passer ou pas. Voilà, donc ça, on peut le savoir. Après, comment ça va se passer, quand, etc., ça, on le sait pas, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est se préparer. Je voulais demander c'était quel livre à conseiller du coup de Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Alors, la légitimité, je pense que c'est son œuvre la plus complète, et ça se trouve facilement D'accord. Bon, ok, parfait, sur merci. Gallica. C'est un, c'est un peu long, mais c'est écrit. Il semblerait qu'on n'ait plus de questions. Je propose que peut-être, avant de conclure, juste peut-être fixer la date du mois prochain. Par D'accord, je exemple, ça. qu'est-ce que, est-ce que le vendredi 11 peut-être, février, si ça va à tout le monde. Bah moi ça me pose pas de problème en soi, je sais pas les autres. Moi, alors si, sauf si quelqu'un a un empêchement, je propose qu'on parte sur le vendredi 11 et le thème, je peux déjà vous l'annoncer, ce sera le problème musulman à la lumière de la doctrine légitimiste.
comme voilà. C'est prendre un sujet assez concret. Et pour terminer, je propose de terminer par une très courte prière, puis je vous dirai bonne nuit. Euh, alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières, ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger, délivrez-nous, seul pur, seul béni. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne nuit et Merci beaucoup. bon dimanche, comme on dit. Merci bien. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Au revoir.